Bonjour et bon après-midi, mesdames, messieurs. Je m'appelle Normand Latour. Bienvenue à cette première édition de l'année de Perspective en direct. Je vous parle habituellement, vous savez, des bureaux de CICAN qui sont situés au centre-ville d'Ottawa, au Château-Laurier. Mais les mesures sanitaires déclarées par le premier ministre Ford en Ontario font en sorte qu'on travaille chacun de la maison. Alors, la toute petite équipe avec qui je travaille habituellement, l'équipe masquée, on est capable de se faire des signes, de se dire bonjour. Ben là, on travaille tous un peu à distance. Alors, je les salue où qu'ils soient. Et puis, on est très content de vous retrouver aujourd'hui. Permettez-moi tout de suite de saluer tous les partenaires corporatifs qui rendent possible la diffusion de cette émission. J'ai nommé Avis Budget, BGIS, Field Effect et la TD qui soutiennent notre émission en français, de même que l'émission en anglais. Dans quelques instants, nous allons retrouver notre co-animatrice, Josée Wallet. Josée qui nous parle en direct d'Alma cet après-midi. Elle est directrice générale du Collège d'Alma et membre du conseil d'administration de SICAN. Josée sera entourée pour l'occasion aujourd'hui de la belle visite. Madame Monique Leroux, qui a trouvé un trou dans son horaire pour être avec nous pendant toute une heure. Madame Leroux est présidente du conseil sur la stratégie industrielle du Canada et ex-PDG, entre autres, du Mouvement Desjardins. Je dis bien entre autres, parce que la liste est très longue. De même que monsieur Thierry Carsanti. Thierry est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur le numérique en éducation, ainsi que professeur à la Faculté d'éducation de l'Université de Montréal. Il est aussi membre du conseil sur les compétences futures du Canada. On va y revenir au cours de l'émission. Pour participer à Perspective en direct, je vous rappelle que vous pouvez utiliser la plateforme interactive Slido. Vous allez voir les coordonnées apparaître à l'écran si vous n'y êtes pas déjà. Et si vous suivez ce lien, ben vous verrez apparaître à la droite de votre écran des onglets questions-réponses, commentaires, idées et une question au sondage. D'ailleurs, je vous invite à y répondre dès maintenant si vous pouvez le faire. La question aujourd'hui est la suivante. Compte tenu de l'évolution des compétences dans de nombreux secteurs, quel devrait être l'objectif principal pour le développement des compétences de l'avenir? Est-ce que c'est A, d'accroître le rôle de l'intelligence artificielle dans ce qu'on appelle la cartographie des parcours par les apprenants? Est-ce que c'est de mettre l'accent sur la reconnaissance des acquis? Est-ce qu'il faudrait plutôt offrir davantage des formations courtes, des microcrédits, des formations adaptées sur mesure pour les entreprises, resserrer les liens entre les entreprises et les établissements postsecondaires, ou encore E, toutes ces réponses, dont toutes les options mentionnées plus haut. Je vous invite à répondre immédiatement à notre question au sondage. Nous allons utiliser vos réponses pour lancer la discussion tantôt. Nous allons maintenant retrouver Denise Amiot. Nous allons la retrouver chez elle. C'est la présidente directrice générale de CICAN. Bonjour Denise. Denise, est-ce qu'on peut se souhaiter une année en santé? Absolument, absolument. J'aimerais tout de suite, avant d'aller plus loin, Denise, qu'on fasse ce qu'on fait habituellement en début d'émission et que nous puissions reconnaître la réconciliation qui tient tant à cœur à SICAN. Absolument. Alors, tout d'abord, merci à tous et à tous de prendre le temps de participer à la séance Perspective en direct d'aujourd'hui, pendant laquelle on va discuter d'un sujet important, c'est-à-dire les compétences pour l'avenir. Je profite de cette occasion pour reconnaître que nous tenons notre présentation virtuelle sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Denise, c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, le sujet d'aujourd'hui. Absolument, parce que, tu sais, Normand, on vit dans une époque de changement rapide. Et dans le contexte de la pandémie mondiale, je pense que nous devons plus que jamais être tournés vers l'avenir. Il faut être ouvert à la possibilité de transformer le développement des compétences. Et puis, il faut être prêt à faire les choses autrement. Puis, même si les changements qu'on vit tous constituent un défi, ces changements, quant à moi, offrent également de nouvelles possibilités, que ce soit pour former la main-d'œuvre de demain ou pour veiller à ce que la population du Canada ait les compétences dont elle a besoin pour réussir dans les années à venir. Et il faut s'assurer de ne laisser personne pour compte. C'est très, très important. Et c'est une bonne occasion de tisser de nouveaux partenariats avec le secteur public et le secteur privé. C'est pourquoi
à Collège et Institut Canada, nous avons été très, très heureux lorsque le gouvernement du Canada a annoncé la création de 2 conseils très importants pour le Canada. D'abord, le Conseil des compétences futures, créé en 2019, qui réunit des experts venant de différents milieux. On vient de dire que Thierry Karsenty est un de ces membres-là. J'ai été heureuse moi-même et honorée d'être invitée à siéger à ce conseil. Et ce conseil a pour but d'élaborer une vision commune de l'avenir des compétences et de la formation au Canada. Et ensuite, il y a eu naturellement la mise sur pied du Conseil sur la stratégie industrielle, lancé en mai dernier, qui réunit des chefs d'entreprise ayant pour mandat de se pencher sur les répercussions de la pandémie de COVID-19 dans les différents secteurs économiques. Et je suis d'ailleurs enchantée que Monique Leroux, qui préside ce conseil, soit l'une de nos invitées aujourd'hui. Et il y a quelques mois, Denise, les 2 conseils ont présenté leurs rapports respectifs. Qu'est-ce qui, évidemment, ce serait long d'en parler puis de les détailler, mais qu'est-ce qu'il faut retenir de la présentation de ces rapports? Alors, je vais commencer par le rapport du Conseil des compétences futures. Alors, selon le Conseil, le Canada doit maintenir son statut de nation axée sur l'apprentissage. Et quand on parle d'apprentissage, on veut dire apprentissage tout au long de la vie. Donc, où les gens développent, enrichissent et bonifient leurs compétences. Et il faut le faire en éliminant les obstacles auxquels sont confrontés les groupes sous-représentés. Alors, le rapport présente 5 priorités clés que je vais résumer brièvement, mais je vous invite à lire le rapport intégral dont le lien sera fourni dans Slido. Et le titre de cette publication-là, de ce rapport-là, c'est « Le Canada, une nation axée sur l'apprentissage ». Alors, il y a 5 recommandations. La première, aider les Canadiens à faire des choix éclairés en s'assurant qu'ils ont l'information sur le marché du travail et une information qui est fiable. Deuxièmement, assurer l'égalité des chances pour son apprentissage, et ça veut dire éliminer les obstacles systémiques qui permettent de participer à cet apprentissage-là. Troisièmement, encourager le développement des compétences pour favoriser l'autodétermination des peuples autochtones. Quatrièmement, permettre des approches nouvelles et innovatrices pour le développement et la validation des compétences. Et finalement, cinquièmement, développer des compétences pour un avenir durable. Et quant au rapport du Conseil sur la stratégie industrielle, il s'agit d'un plan de croissance ambitieux pour bâtir une économie numérique, une économie durable et une économie innovante. Alors, il a un plan d'action en 3 phases qui consiste à redémarrer, relancer et repenser nos façons de faire. Et le but, naturellement, c'est d'accélérer la reprise et la croissance de notre pays grâce à des partenariats, puis grâce à des investissements. Et le lien sera fourni dans Slido. Mais naturellement, je vais laisser le soin à notre conférencière invitée, Monique Leroux, qui préside ce conseil, d'en parler plus longuement lors de la table ronde. Et Normand, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des mots communs dans les 2 rapports. L'aspect numérique, l'aspect de développement durable, l'aspect d'innovation. Et tout ça en s'assurant qu'on a les gens en place qui ont les compétences nécessaires. Et je vais terminer en disant qu'en bout de piste, c'est un travail d'équipe. On a tous un rôle à jouer, qu'on soit du secteur public, qu'on soit du secteur privé, pour assurer un avenir prospère pour le Canada. Et nous, à Collège Institut Canada,
on s'est vraiment engagé à prendre action. Puis, on s'est engagé à examiner en étroite collaboration avec nos membres, avec nos organisations partenaires et les parties prenantes, de voir comment on peut faire progresser ces priorités pour obtenir des résultats qui vont faire une différence pour les Canadiens. Alors, je suis vraiment heureuse aujourd'hui du profil et de la qualité de nos intervenants qui sont avec nous et j'ai vraiment hâte d'entendre leurs perspectives sur ce sujet si important. Merci beaucoup, Denise. On va se retrouver en toute fin d'émission. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci. À tantôt. À tout à l'heure. Et je vous rappelle, comme vous l'indiquait d'ailleurs, Denise, il y a quelques secondes, vous pouvez aussi participer à notre émission, retrouver les rapports dont on a parlé il y a quelques instants, mais vous pouvez aussi poser des questions et mettre des idées, des commentaires. C'est avec plaisir que nous allons les lire. Nous allons retrouver tout de suite Josée Ouellet, qui sera ma collègue au cours des prochaines minutes. Josée est directrice générale du Collège d'Alma. Bonjour, Josée. Bonjour, Normand. Josée, c'était la rentrée chez vous? Oui, ça va bien. C'était la rentrée chez vous cette semaine, dans les cégeps? Bien entendu, il y en a qui sont entrés la semaine dernière, cette semaine. Donc, une belle rentrée, toujours sous l'image de la pandémie, hein, on ne se cachera pas, avec des approches différentes, des présences moins marquées, mais tout de même beaucoup de travail pour accueillir nos gens là, de nouvelles façons. On se réinvente, comme on peut dire. Josée, c'est un sujet qui vous captive quand on parle de la recherche de ces compétences dans les institutions postsecondaires. Bien, tout à fait. On en a fait d'ailleurs un centre d'innovation et de recherche au Collège d'Alma pour nous permettre d'en évaluer la mise en œuvre. C'est comment on va intégrer au sein de nos modèles d'affaires, de nos modes de fonctionnement, au sein des entreprises, réellement ces compétences du futur. Donc, déjà, on est en lecture des enjeux, des écarts, des diagnostics, finalement, qui nous permettraient d'aller de l'avant dans ce sens-là. Mais ça demeure un chantier qui est important. Donc, les contenus d'aujourd'hui nous aideront, bien entendu, à poursuivre dans notre lancée. Et c'est une initiative qui porte vraiment, et puis je pense que c'est important qu'on en parle maintenant parce que je pense que Monique et Thierry pourront revenir là-dessus tantôt, mais ça porte vraiment la marque de Josée Ouellet, cet avancement-là, cette vision-là que vous avez proposée. Oui, ça vient peut-être du fait que j'arrivais du milieu des entreprises et puis que j'avais quand même vu rapidement sur le terrain ce besoin, puis quand je suis arrivée il y a 4 ans au Collège d'Alma, donc c'est un chantier innovant que j'ai personnellement lancé. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne à, par exemple, un jeune qui s'inscrit chez vous? Bien là, un jeune qui s'inscrit chez nous, il va toujours poursuivre. On est en train d'évoluer, nos enseignants évoluent, mais parallèlement, on est en train de mettre en place des nouvelles approches technopédagogiques, mais surtout des projets innovants pour aller lire la situation des compétences dans les organisations, dans l'écosystème régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean et donner l'appui repensé finalement auprès de notre écosystème. Avant de donner la parole à nos conférenciers. Absolument, oui. Avant de donner la parole à nos conférenciers, je vous propose de regarder les résultats de notre sondage, si on peut y avoir accès à l'écran maintenant. Alors, compte tenu de l'évolution des compétences dans de nombreux secteurs, quel devrait être l'objectif principal pour le développement des compétences de l'avenir? Il y avait soit accroître le rôle de l'intelligence artificielle, mettre l'accent sur la reconnaissance des acquis, offrir davantage de formations courtes, resserrer les liens entre les entreprises et les établissements postsecondaires, et toutes les options, bien évidemment, c'est pas une surprise, toutes les options ont été retenues. 72% des gens pensent qu'on devrait regrouper ces 4 facteurs-là. C'est là-dessus que je vous cède la parole, cher Josée. Merci beaucoup, Normand. Donc, écoutez, c'est avec plaisir que je vais recevoir et échanger avec nos invités. Donc, d'entrée de jeu, je pense que c'est toujours important de voir où on s'en va comme économie pour être en mesure de bien positionner les défis de nos compétences futures. Donc, j'inviterai dès maintenant
Monique, s'il vous plaît, de nous parler principalement avec le dépôt du plan de croissance qui a été fait suite à votre présidence de conseil sur la stratégie industrielle. Quels seraient les principaux éléments que vous voudriez nous partager, les principaux leviers qui viennent adresser finalement pour nous, comme dans les collèges, un message là, important à retenir? Merci beaucoup. Merci de l'invitation et je suis très, très heureuse d'être connectée avec chacun d'entre vous et de partager là, un moment de réflexion sur un sujet qui est tellement important. Peut-être quelques mots sur l'ensemble des recommandations. D'ailleurs, Mme Amiot a tellement bien résumé le rapport, elle a été capable d'en faire une synthèse, mais l'idée derrière ça est de travailler avec une situation d'urgence que nous vivons tous, et vous êtes au premier chef au courant de ça, la situation sanitaire n'est pas totalement sous contrôle, mais en même temps de prendre cette situation de crise qui a en fait accéléré certains enjeux et défis que nous avions avant la crise pour être en mesure de se projeter tous ensemble vers l'avenir et de déterminer comment on peut relancer, mais aussi un peu repenser notre économie. Puis quand on repense l'économie, c'est pas juste l'économie en soi, c'est pas juste des chiffres, c'est d'abord et avant tout des personnes. C'est d'abord et avant tout, finalement, la société qui est touchée par ces perspectives-là. On pourra revenir un petit peu plus tard sur l'ensemble des recommandations parce que c'est un plan qui est éminemment ambitieux. C'est un plan qui est assez audacieux puis qui met sur la table, en fait, des volets qui sont un peu nouveaux et qui s'inscrivent, comme Denise l'a très bien résumé, sur des dimensions de durabilité, des dimensions d'inclusivité, des dimensions d'économie verte et des dimensions d'innovation. Maintenant, ce que je voudrais vous donner comme message avant d'entendre aussi notre autre invité dans ses mots d'introduction, c'est qu'au cœur de tout ça, au cœur du rapport, ce sont les personnes, le talent, qui se trouve être un point d'ancrage extrêmement important de nos propositions. Et je tiens d'ailleurs à remercier Denise Amiot et l'ensemble des gens qui l'entourent, puisqu'elle est venue nous parler lors des consultations et son témoignage a été éloquent et je dois avouer que ça nous a beaucoup inspiré dans nos recommandations. Et si je veux les résumer, c'est probablement la dimension du talent, le premier élément que nous mettons au cœur de l'urgence et de la relance. Parce qu'il y a certains groupes de population qui ont été, ce n'est pas une crise qui affecte également tout le monde. Il y a des gens qui en profitent, mais il y a des gens qui ont été plus touchés. Alors, quand on pense à la clientèle des femmes, à titre d'exemple, des Autochtones, de certains immigrants, alors ça, ce sont des gens qui ont été très touchés. Il faut s'occuper de ça. La meilleure façon de le faire, c'est par la formation, la requalification et puis la réintégration dans le milieu de travail. Donc, on s'est beaucoup intéressé à cette dimension plus court terme, mais en même temps, d'essayer de réfléchir à quelles pouvaient être quelques recommandations qui nous apparaissaient essentielles pour assurer la relance. Et je vais y aller avec un point, on pourra revenir avec plus de détails. Et ça a été évoqué incidemment comme un point important par les gens qui ont donné des inputs. C'est ce partenariat renouvelé entre le gouvernement fédéral, les provinces, les institutions d'enseignement et les entreprises pour faire en sorte qu'on ait à ce moment-ci de la crise, franchement, un bien meilleur alignement entre les besoins des entreprises, parce qu'on a finalement des postes qui sont vacants, il y a des pénuries de main-d'œuvre à certains endroits. Alors, comment on s'organise pour avoir cette situation de faciliter les apprentissages, de les connecter rapidement avec les entreprises, ce qui a un impact extrêmement important sur la croissance des entreprises et de l'économie. Donc, ce volet-là de partenariat renouvelé, d'innovation dans la façon de faire, et malheureusement, tout ça ne peut pas être déterminé en haut. Ça prend, en fait, une aspiration, une inspiration, un momentum, mais la réalité, ce sont des choses comme vous le faites, vous, José,
avec le Collège d'allemand parce qu'il faut connaître le milieu, il faut connaître les intervenants, il faut connaître les entreprises, il faut connaître l'écosystème et faire en sorte qu'à l'intérieur de cet écosystème, on ait cette approche de partenariat qui se matérialise dans certains pays. Prenons l'exemple de l'Allemagne. On a regardé plusieurs pays, mais là, je laisserai le professeur nous en parler probablement avec beaucoup plus de profondeur. Des systèmes qu'on appelle dual, trial, où on a un système d'apprentissage en continu, de reconnexion en continu. Et ça, dans une économie technologique, numérique, une économie qui se transforme vers la technologie verte, et d'autres, je dirais, éléments, entre guillemets, d'innovation, ça prend cette connexion-là. Alors, je vais m'arrêter à ce moment-ci. Je pourrais revenir sur d'autres volets dans un deuxième temps. Merci, Josée. Merci, Monique. Je rebondirais sur un élément quand même assez vrai. C'est que les collèges, ils sont connectés dans leur milieu. On est ancré, on est partout sur le territoire. Partout au Canada, on est en mesure d'être à l'écoute et d'être un lien là, structurant vraiment exceptionnel. Donc, j'aime beaucoup cette co-responsabilité, finalement, de réussir à faire une différence. Thierry, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de cette vision. Est-ce qu'elle rejoint bien ce que Monique vient de nous amener comme point important? Ah, on ne vous entend pas. Oui, on ne vous entend pas. Il y a plusieurs points importants que Monique a amenés. L'idée que les collèges soient ancrés justement avec les besoins des communautés, c'est quelque chose d'essentiel. Évidemment, si les collèges fonctionnent en vase clos puis on n'est pas à l'écoute des besoins, à ce moment-là, c'est certain que les compétences qu'on va chercher à développer chez les étudiants ne répondront pas directement aux besoins. Et cela dit, moi, je pense que c'est l'interaction qui est importante parce que les collèges ont aussi pour mission d'amener aussi les communautés à aller au-delà de ce qu'ils voient et des fois de les amener ailleurs, de les déstabiliser un petit peu gentiment, mais être à l'écoute. Et je pense que c'est cette synergie entre les deux qui va vraiment permettre de développer des compétences. Et puis, moi, je reviendrai sur quelque chose qui est important, c'est cette idée d'apprendre tout au long de la vie que Denise a amené un peu plus tôt. C'est quelque chose d'important et je pense que c'est quelque chose qui doit s'apprendre dès le collège aussi, parce que les gens doivent apprendre qu'on est formé. On n'est pas juste formé pour aujourd'hui, pour ces 2 années de formation qu'on peut avoir, mais c'est vraiment, c'est quelque chose de clé, puis c'est quelque chose de clé dans le rapport des compétences futures, cette idée que les gens doivent comprendre qu'apprendre tout au long de la vie, c'est un droit, c'est une nécessité, mais c'est important pour la société, c'est important parce que la société évolue rapidement et les 10-12 derniers mois nous le rappellent fortement combien les entreprises, combien les individus, les syndicats, les organisations ont dû vraiment se retourner rapidement, comment les établissements d'enseignement, José, ont dû aussi se retourner pour faire face en quelques secondes à toute cette crise, à mettre de l'enseignement en ligne et tout. Alors, je pense vraiment que cette idée d'apprendre tout au long de la vie, c'est quelque chose d'essentiel et d'important. Dans ce sens-là, Thierry, ce qu'on voit apparaître, donc, c'est un peu une culture d'apprentissage. C'est d'intégrer dans l'idée, même sociétale, que l'apprentissage devient un facteur qui devrait être au cœur, finalement, de notre évolution de l'économie sous toutes ses formes? L'apprentissage, mais le développement de compétences et le développement de compétences tout au long de la vie pour voir, c'est important d'avoir dans ces formations initiales qui sont mises en place dans les collèges, dans les cégeps et ailleurs partout. Mais c'est important de voir que c'est un premier pas vers le marché du travail et qu'ensuite, quand on est dans une entreprise, quand on travaille dans un organisme, que la poursuite de ce développement de compétences est important. Et c'est d'ailleurs pour ça que justement le dernier rapport lancé par le Conseil des compétences futures et d'autres rapports aussi mettent de l'avant l'importance des compétences justement pour être certain que les travailleurs finalement se sentent bien dans l'exercice de leur emploi aussi. Peut-être là-dessus, Josée, si je peux me permettre, j'aimerais rebondir sur bien sûr. Thierry. Dans mon esprit à moi, peut-être ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est d'apprendre à apprendre.
Ça paraît paradoxal, mais c'est quand même ça. Et l'idée pour moi n'est pas de passer à travers, au fond, mon histoire, mais quand je réfléchis un petit peu, parce que c'est intéressant de voir un peu qui nous sommes, tous ceux et celles qui sont connectés ce matin. Ben, ma formation de base, moi, c'est en musique. Alors, la réalité, c'est que j'aurais jamais pensé, quand j'ai commencé mes études en musique, faire ce que je fais aujourd'hui. Et quand je réfléchis au parcours, ça a été une certaine forme d'apprentissage en continu sur toutes sortes de volets que je n'aurais pas pensé au moment, si je retourne il y a 40 ans en arrière, 20 ans en arrière, 10 ans en arrière, 5 ans en arrière, même aujourd'hui. En fait, on a parlé tantôt de durabilité, on a parlé donc, je suis en train d'approfondir un sujet que je connaissais, mais que je ne connais pas au niveau où je voudrais, parce que c'est un sujet qui évolue, toute la perspective RSE, responsabilité sociale environnementale, donc ce qu'on appelle parfois le volet ESG. Ben, il y a plein de choses à apprendre là-dessus. Et là, j'ai décidé que cette année, c'est pour un ensemble de raisons, c'est un sujet que je veux continuer d'approfondir. Et le point que je voudrais faire aussi, c'est en lien un peu avec les collèges et les cégeps. Il y a des gens qui sont des intellectuels et qui adorent apprendre à travers les livres, etc., etc., et c'est extraordinaire. On a absolument besoin de ça dans la société. Mais il y a des gens, par exemple comme moi, qui apprennent dans l'action. Je suis une personne comme d'autres, motivée à apprendre quand je suis capable de faire un lien entre ce que j'apprends et qu'est-ce que je vais faire. Et je trouve qu'en ce sens-là, les collèges, les cégeps ont un rôle particulier de connexion, comme on le disait tantôt, dans leur milieu, d'être proche des entreprises pour être capable de pouvoir apporter, dans certains cas encore mieux que peuvent le faire d'autres établissements d'enseignement supérieur, cette connexion directe entre les besoins. Le besoin, c'est pas juste de répondre à un besoin, c'est de créer l'opportunité pour l'employé, l'opportunité pour l'immigrant, l'opportunité pour l'Autochtone, de pouvoir apprendre, mais de se connecter à quelque chose d'utile et de l'amener à progresser à ce niveau-là. J'aurais tendance à dire, et donc notre rapport réfléchit beaucoup à ça. Et j'aurais envie de dire que, je vais être un peu provocatrice pour m'arrêter, c'est que, j'espère au bon moment, c'est que nous avons une richesse absolument incroyable au Canada et au Québec, mais au Canada sans aucun doute, sur tout le volet de nos institutions d'enseignement. On doit en être fiers. Mais est-ce que nous pouvons dire que nos institutions d'enseignement, de façon générale, sont les plus innovatrices à avoir adopté rapidement, par exemple, la technologie, le numérique, et qui se projettent facilement dans de nouvelles façons de faire? C'est pas nécessairement évident quand on regarde l'ensemble du système. Et donc, je pense que si on veut avoir du succès pour avoir ces apprentissages toute notre vie et de faire en sorte que le Canada, je reprends les mots là de Denise en début, là, soit vraiment, et en fait, le thème de votre rapport, Thierry, une nation qui se distingue par ses apprentissages, eh bien, il va falloir qu'on accepte de changer un peu le statu quo et de se permettre d'innover en action beaucoup plus et d'accepter, c'est pas facile, que le secteur privé peut avoir une contribution et qu'il faut qu'on trouve une façon de renouveler ce partenariat. Si on est capable juste de faire ça un peu plus au Canada, ça va nous permettre de compenser l'écart que nous avons parce que quand on se compare à d'autres nations, ce qu'on a fait dans le rapport, on constate que la formation, quand on regarde ça du point de vue des entreprises, n'est pas à un niveau aussi important que nous pourrions l'être si on veut être une nation qui se distingue par les apprentissages. En fait, José, si tu me permets, traditionnellement, les établissements d'enseignement avaient pour mission principale la qualification des étudiants. Et moi, je pense que ce travail collaboratif que tu fais de façon brillante avec ton établissement, c'est aussi de travailler à la requalification des individus. Et donc, ce qui est important de nos jours, oui, la qualification initiale est essentielle, mais cette idée de mettre en place un système où qualification et requalification font partie d'un système continu, c'est vraiment quelque chose d'important. Et maintenant, la requalification des individus, des travailleuses et des travailleurs, comment elle se fait?
elle doit être faite en collaboration avec les entreprises, avec les organismes, avec les lieux finalement où travaillent toutes ces personnes-là. Et donc, qualification et requalification vont de pair. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que quand on forme des étudiants, il faut vraiment les former en leur montrant que oui, on vous forme, on vous donne une qualification, mais dites-vous bien que c'est une initiation à votre métier et la requalification va faire partie de façon constante de votre travail. Et cette Mais en même dimension temps, d'innovation, pardon, excusez-moi, Josée, allez-y. Je vais juste demander à Thierry, au sein de son rapport, il a ciblé des obstacles structurels, des obstacles systémiques à travailler, parce qu'on peut bien dire, bon, ben les collèges doivent, bon, maintenant, quels sont les obstacles? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme levier supplémentaire pour y arriver, Thierry? En vérité, face au changement, les obstacles sont nombreux et j'aime plutôt l'idée de regarder vers quel levier avec lesquels leviers on peut travailler plutôt. L'usage des technologies est omniprésent dans la société et je pense que l'usage des technologies, c'est un levier intéressant pour permettre la qualification et la requalification des travailleuses et des travailleurs de partout aussi. On le voit depuis la pandémie, le nombre de personnes qui suivent des formations en ligne. Et là, on parle pas juste dans les cégeps, dans les universités, on parle finalement du primaire à l'université maintenant. Et donc, cette formation en ligne, c'est important, c'est une habileté. Et avec ces formations, on arrive à rejoindre des travailleurs qui sont dans plein d'endroits. On a des travailleurs qui sont dans le Grand Nord québécois, qui travaillent dans des mines et tout. Et donc, je pense que le numérique est un levier important, justement, pour favoriser qualification et requalification des travailleurs aussi. Il y a d'autres leviers aussi. C'est complexe. Il faut comprendre que mettre en place de telles formations, ça prend du temps. Et donc, je pense que cette reconnaissance du temps est nécessaire aussi pour les gens qui s'investissent dans de telles formations. Monique, est-ce que tu voulais rebondir un petit peu aussi sur les obstacles ou les leviers qu'on pourrait rendre disponibles? Moi, je suis une personne qui fondamentalement est optimiste et qui voit le côté du verre à demi plein et non pas vide. Alors, il y a un formidable réseau d'institutions d'enseignement au Canada. Et ça, pour moi, c'est une grande, grande valeur, franchement, sur laquelle on doit s'appuyer comme nation et qu'on doit s'appuyer dans notre plan de relance. Et donc, pour rebondir sur les propos de Thierry, donc, si on peut se donner en fait, cette approche, entre guillemets, de renforcer la dimension de l'enseignement numérique qui peut, en fait, là, donner une accessibilité renouvelée. Pour moi, c'est un sujet très important. Puis d'ailleurs, dans le rapport, quand on regarde la dimension repenser l'économie, le pilier du numérique est un élément très, très, très important d'une stratégie industrielle que l'on propose. Et pour arriver à ça, il y a d'autres conditions gagnantes qui sont toutes les questions, on ne rentrera pas dans ce débat-là, là, mais de l'infrastructure digitale, de la connectivité, de la dimension d'avoir des connectivités haute vitesse partout. Donc là, il y a une autre série de partenariats privé-public pour permettre en fait à tous les Canadiens, qu'on soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, dans les grandes villes ou dans les territoires ruraux, puis de pouvoir être connectés. La meilleure façon d'offrir l'accessibilité et l'inclusivité, c'est cette connexion sans contrainte. Et cette connexion est particulièrement importante, si tu me permets, Monique, depuis le début de la pandémie. On a vu vraiment des établissements d'enseignement à travers tout le Canada qui ont innové. Ils étaient fermés pour les cours, mais ils ont gardé finalement la connexion Internet ouverte, justement parce qu'ils étaient conscients des inégalités numériques qui sont très, très présentes chez les étudiants. Et je pense qu'il faut être sensible à ça. Donc, la connectivité est importante, c'est la clé finalement du passage pour le développement de compétences, qualification ou requalification. Mais il y a d'énormes inégalités sociales et numériques chez nos étudiants. Et je pense que si on n'en est pas conscient, on fera peut-être fausse route là-dessus. Et si on souhaite vraiment donner accès à ces formations à l'ensemble de notre population, il faut vraiment se pencher là-dessus. Le gouvernement canadien a des programmes très intéressants comme le programme Connecting Families qui s'adresse aux familles qui ont des enfants d'âge scolaire. Mais il y a moins de programmes finalement pour les étudiants qui sont post-secondaires. Et je pense que c'est vraiment un créneau important parce que imaginez un peu ceux et celles qui
comptaient sur leur téléphone portable pour accéder à des formations depuis le début de la pandémie. C'est extrêmement complexe pour eux. Alors donc, ces établissements qui ont réouvert parfois bibliothèques, qui ont ouvert certaines salles pour permettre aux étudiants d'être bien connectés, de suivre leurs cours, je pense que c'est exemplaire. Il faut justement veiller à vaincre ces inégalités et on parle même pas du Grand Nord où la connexion Internet est encore un plus grand défi aussi. Donc, sur le plan de la relance, je rebondis sur vos propos, Thierry, en vous disant que c'était pour nous un volet qui était essentiel au soutien du talent. Et puis, une fois qu'on a cette connectivité et accessibilité à tous, eh bien là, après ça, on peut aller chercher du bon contenu, de qualification, de requalification qui est en lien avec les besoins. Et ça, c'est très, très contributif et important. Ce que ça soulève aussi, c'est toute la dimension d'agilité et de flexibilité qu'on doit mettre dans notre système et d'adaptation au changement. Un autre thème, et je vais aller rapidement, qui est revenu dans nos travaux, c'est le fait qu'on se retrouve avec des finissants, donc on a l'enjeu des finissants, des gradués virtuels, qu'il nous faut arriver à connecter et à intégrer dans le monde du travail. Et là, il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. Et on a réfléchi aussi à la dimension, qui est un autre volet, de l'attraction du Canada vis-à-vis des étudiants internationaux. Et donc, comment, dans le contexte de la pandémie aussi, parce que ce sont des opportunités importantes d'accueillir, en fait, de ces étudiants, comment on s'organise pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent ou qu'elles puissent poursuivre leurs études ici, dans ce contexte-là, mais surtout, plus important, comment on est capable de garder ce talent-là et de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent faire vraiment partie de notre main-d'œuvre de demain et de nos compétences futures. On a aussi regardé tous les besoins en matière, mais là, on tombe dans un sujet que Thierry est encore plus un expert, des compétences de demain sur la technologie, le numérique, etc. Et comment, et là, ça touche d'autres recommandations où certaines personnes nous ont dit, ben, pourquoi ne pas créer à travers le Canada des centres d'expertise en technologie avec des partenaires collèges ou autres organisations d'établissements postsecondaires qui nous permettraient, dans des endroits qui ne sont pas nécessairement les grandes villes, de pouvoir favoriser le développement du talent dans des initiatives innovantes. Alors, la bonne nouvelle quand je regarde ça, c'est que je suis optimiste parce que la crise va nous amener d'une certaine manière à adapter nos façons de faire et à embrasser le changement. Et je pense que ça peut être porteur d'innovation si on se donne une stratégie et un bon travail en collaboration au niveau du terrain. La crise peut nous amener là, mais il faut faire attention aussi parce qu'on a trop de personnes s'imaginent qu'après la crise, ça va être un retour à la normale comme avant. Mais moi, je ne suis pas convaincu que les formations à distance retombent de si vite et il y a beaucoup de discussions déjà sur la rentrée et je suis certain que Josée, tu en as probablement avec ton équipe aussi, de comment se déroulera la rentrée 2021, la prochaine rentrée. Est-ce qu'on sera en présence? Est-ce qu'on sera à distance? Et je suis certain que le concept d'apprendre à distance va être omniprésent et ça fait partie justement de ces compétences du futur sur lesquelles on doit travailler et montrer aux étudiants à apprendre à distance. C'est quelque chose, je dirais peut-être que trop peu d'établissements ont mis en place. On a travaillé sur le soutien technique des enseignants, sur la formation des profs, mais il ne faut pas s'imaginer que tous nos étudiants savent apprendre à distance. Ça requiert des habiletés importantes. Ils n'ont pas toujours l'habitude et c'est pas au secondaire. On apprend ça nécessairement. Et donc oui, cette crise va nous amener ailleurs sur le plan du développement de compétences, mais je pense qu'il faut garder à l'esprit que même après la crise, il y a beaucoup de choses qui vont rester et qui sont importantes globalement dans notre société aussi. Bien, moi, j'ajouterais à ça que quand on parle d'innovation, c'est pas seulement avec des formations synchrones et asynchrones qu'on va réussir à changer le monde. Si on veut y arriver, il va falloir qu'on investisse dans la recherche appliquée pour nous aider à trouver des approches de formation différentes en réalité immersive, pour faire en sorte qu'on va pouvoir rejoindre un peu partout des personnes, mais qui va nous rapprocher d'une activité expérientielle. Parce que l'humain étant ce qu'il est, quand même, on peut bien se dire qu'on apprend à distance, mais il y a un impact sur la qualité de l'apprentissage. Fait que là, il y a des travaux importants qu'il va falloir faire si on veut atteindre cet objectif, parce que sinon, c'est dire, ben regarde, on se met en ligne ou on se met pas en ligne.
c'est des beaux défis. C'est des défis, je pense qu'on a beaucoup de groupes de recherche dans les collèges sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, pour... mais c'est de l'innovation, il va falloir innover. Ce n'est pas qu'une intention simple, mais il va falloir innover. J'aurais tendance, Josée, à proposer, en fait, une approche que vous utilisez, mais que je crois que les circonstances nous amènent peut-être à accélérer, tout en se donnant, puis je pense que votre organisation a un rôle très important à donner en termes de momentum, parce que la dimension collective de s'inscrire dans une forme d'innovation, de partenariat, ben, ça prend beaucoup plus d'impact quand on s'y met ensemble. Mais j'aurais tendance à vous encourager aussi à regarder des pilotes. Donc, à certains moments, la possibilité dans votre milieu, dans d'autres milieux, à Sherbrooke, c'est pas comme à Alma, c'est pas comme à Ottawa. Alors donc, comment on peut s'organiser pour parfois tester une bonne idée, limiter les risques en ce sens-là, ajuster les ressources en conséquence, mais voir si cette nouvelle piste de collaboration, d'apprentissage peut fonctionner. Et puis, si ça fonctionne, bien, partage de belles pratiques et ouverture à l'ensemble du réseau. Alors, je vous encourage à ce niveau-là. Là, je pense que ça peut... moi, je dirais que vu du point de vue du secteur privé, et puis il faut engager un peu le secteur privé. Hein. Dans certains cas, les entreprises sont très innovantes, très engagées, sont d'excellents partenaires. Il y en a d'autres qui sont un peu petites et puis, étant un peu petites, n'ont pas nécessairement toujours l'infrastructure pour pouvoir aller de l'avant. Alors, je pense que vous avez aussi un rôle, dans certains cas, d'aller les chercher puis de les engager avec vous. Là. Normand, j'aurais peut-être une intervention que je voudrais faire. Parfait. Alors, parce que Monique parle d'innover puis de faire un pilote. Alors, je pense que je vais en profiter pour faire un petit coucou et partager un pilote qu'on va faire et grâce au gouvernement fédéral qui nous a donné du financement qu'on vient d'apprendre tout récemment. Alors, c'est un scoop là que je donne à ceux qui écoutent. Alors, finalement, ce que c'est, comme vous savez, en ce moment, c'est pas facile de pouvoir faire l'enseignement à distance, surtout quand on fait de la formation professionnelle et technique. Alors, on a pu convaincre le gouvernement de tenter un pilote et de pouvoir développer des outils qui vont être faits avec de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée pour 3 professions dans le domaine de la santé. Et ce que ça va faire, ça va nous permettre non seulement de pouvoir enseigner grâce à la réalité virtuelle et augmentée, peu importe l'endroit au pays, mais aussi aux étudiants de faire des internats en quelque sorte, parce qu'en ce moment, c'est très difficile de trouver des stages de pratique dans le domaine de la santé parce qu'ils sont trop occupés avec la pandémie puis avec tout ce qui se passe. Alors, je pense que ça va être très, très prometteur. Et ce qu'on rêve de faire, finalement, nous, c'est une plateforme où il y aurait un ensemble d'outils de réalité virtuelle et augmentée que n'importe qui au pays pourrait utiliser dans le cadre de son enseignement. Alors, je voulais absolument partager cette nouveauté-là, parce qu'on parlait beaucoup d'innovation plus tôt, puis de regarder ce qu'on pouvait faire du côté numérique et comment on pouvait aider justement la pandémie pour développer les compétences nécessaires. Alors, je retourne dans mon petit coin. C'est une super belle nouvelle. Et puis, vous avez évoqué aussi, Denise, après ça, je retourne vers vous, Josée, un élément qui, pour moi, je suis passionnée là, de ça, là, c'est comment on peut multiplier les stages. Comment on peut faire en sorte là, que, au fond, on donne cette première opportunité à nos gens de pouvoir mettre en pratique finalement leur apprentissage. Ça, il y a vraiment un appel à la multiplication des stages, ce qui est un peu aussi une espèce d'une autre façon. J'ose pas parler de stage coopératif, là, quoique je suis aussi une passionnée de la part, mais en même temps de programme dual au théâtre.
Si tu me permets peut-être de rebondir sur ce que Denise a dit aussi, la réalité virtuelle dans le domaine médical, c'était abondamment utilisé bien avant la pandémie. À l'Université de Montréal, on forme les infirmières avec ça. C'est au-delà de cette idée de que certains milieux de stage soient difficilement accessibles. Parfois, surtout dans le domaine médical, quand on cherche à familiariser nos étudiants avec des cas précis, et des fois dans leur stage, ils n'ont pas rencontré ces cas. Et donc, dans certaines régions, il y a moins de types de certaines maladies ou de choses comme ça. Et donc, l'idée de l'usage de la réalité virtuelle, c'est vraiment abondamment utilisé. C'est un excellent exemple. Mais moi, ce que j'irais un peu plus loin. L'idée des pilotes est extrêmement intéressante, mais je pense aussi qu'il faut regarder ce qui se fait ailleurs. Des fois, les gens, ils partent sur des choses en pensant qu'ils sont les seuls à avoir fait ça. Et je me dis, il faut à la fois faire des pilotes, mais en même temps partager ce qu'on fait et voir ce qui s'est fait ailleurs, s'informer. Et le numérique permet ça. Et des réseaux comme celui que Denise justement dirige permettent justement cette mutualisation des connaissances et des projets, justement pour qu'on apprenne les uns des autres. Et ça, c'est particulièrement important pour voir dans quelle mesure, OK, telle université, tel cégep, tel collège a fait ça. Comment on peut s'inspirer de ça pour mettre en place un autre pilote qui va répondre à encore plus de besoins, des besoins de notre communauté, mais en s'inspirant des idées, des succès, des défis qui ont été surmontés ailleurs aussi. Ben, finalement, ce qu'il recevait de l'extérieur, ça correspondrait peut-être mieux à ce qu'il avait envie de faire dans la vie. Alors, il s'appelle Alexandre Villeneuve. Il est étudiant en 3e année en technologie du génie informatique au Collège de la Cité à Ottawa. Il était auparavant en mécanique. Et écoutez ses propos. Il s'appelle Alexandre Villeneuve. Allô, Alexandre? Salut, ça va bien? Ça va bien, merci. Alexandre, qu'est-ce qui a motivé ta décision de réorienter ta carrière et de choisir le programme de technologie du génie informatique au Collège La Cité? J'ai fait mon DEP, c'est un diplôme professionnel. Puis, quand j'ai fait la mécanique, c'est là que j'ai appris un peu plus l'électricité, un peu de programmation d'électricité, qu'on appelle les PLC. Puis, j'ai vraiment aimé faire les circuits aussi. Donc, c'est là que je me suis après orienté au Collège de la Cité en technologie du génie électronique. Okay. Puis, dans le fond, j'ai fait le programme de 2 ans de technicien, plus une 3e année aussi pour être technologue. Donc, 3 ans en tout. Puis, en électronique, ben, on touche beaucoup aux ordinateurs, puis en informatique. Côté système embarqué, surtout, où ce que je m'intéresse le plus. Donc, c'est là que j'ai pris la décision par la suite d'aller en informatique. Je trouve que informatique, c'est un domaine qui est beaucoup en demande. Donc, même quand j'ai commencé mes études en informatique, j'ai déjà un boulot en informatique à la 2e année au gouvernement. Donc, j'ai commencé vraiment ma carrière en informatique rendu la 2e année, c'était en 2019-2020. Et est-ce que tu sens que ce que te propose la Cité en termes d'apprentissage correspond aux besoins du marché du travail? Oui. Ben, dans le fond, ils ont changé le programme en plus. Donc, je trouve que le nouveau programme correspond encore plus à des besoins, les demandes qui sont sur le marché, avec les rajouts qu'ils ont fait là, pour des options un petit peu plus modernes que le cours en ce moment que j'étudie. Est-ce que tu sens que tu vas peut-être avoir le goût d'aller encore plus loin dans cet apprentissage-là et t'adapter au fur et à mesure? Ben, c'est sûr qu'en informatique, ça évolue beaucoup. Donc, c'est sûr que je vais vouloir faire des petites formations ici et là. En informatique, on peut faire beaucoup de changements de carrière pour des choses comme ça. Je sens que je veux toujours apprendre. Surtout en ce moment, je parle beaucoup de système embarqué, mais je travaille avec on appelle ça le CEPI ou le CEPI, c'est le Centre d'expertise de prototypage intelligent. Donc, ça, c'est le centre de recherche à la Cité pour côté mécanique, électronique et informatique. Moi, je travaille sur le côté informatique comme étudiant. Puis, on travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle. Puis, en ce moment, c'est le nouveau domaine qui est beaucoup en demande. Puis, qui a beaucoup de recherche encore, là, c'est nouveau. Là, donc, ça va continuer d'évoluer. Alexandre Villeneuve, je te souhaite une carrière formidable et je te remercie 1000 fois d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Bien, merci à vous et bonne journée.
Bonne chance. Alors, je vous voyais opiner du bonnet, Monique, je vous écoute. Ben, c'est un mot rapide, hein. Écoutez, quel beau témoignage et mes meilleurs vœux de succès. J'ai aucun doute. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est à la fin, quand tu nous as dit, ben au fond, là, je suis avec le centre et puis, en fait, là, il va être en innovation, en action. Donc, c'est pas juste une question à ce moment-ci de talent, mais on voit bien le lien entre le talent, la formation, la qualification, la pratique, puis comment ça va aider l'organisation avec laquelle il va décider de travailler en termes d'être innovante et puis de créer en bout de piste la croissance économique puis de la valeur pour la société. Moi, je trouvais que, écoutez, moi, je l'avais pas vu, ce témoignage-là. Je trouve que c'est un témoignage vivant de ce que je souhaiterais qu'on puisse accomplir à travers le Canada. Et c'est ce qu'on a accompli, José. On réussit à attirer des Alexandres comme celui-là dans des labs comme ce que vous organisez chez vous. Tout à fait. Puis, en même temps, ce qu'on peut observer dans le réseau des collèges, c'est ces parcours atypiques d'ajustement en cours de route sont de plus en plus présents, là. On n'est plus dans un DEC 3 ans, de base 2 ans, là. Maintenant, les jeunes changent, s'adaptent. Fait que c'est sûr que là, on a affaire à un étudiant à beau potentiel. On a aussi dans nos collèges des étudiants qui ont une fracture un petit peu plus grande, finalement, avec les besoins et dont on doit s'occuper différemment, mais avec autant d'énergie puis autant d'intérêt. Fait que c'est vraiment bien. Mais ce qu'on peut voir, si vous me permettez, Normand, c'est que finalement, cet étudiant, c'est son goût d'apprendre qui a été vraiment, c'est ce qui transparaît dans son témoignage. Absolument. Aussi. Clairement. Ça, c'est important quand même parce que être étudiant, être apprenant, ce n'est pas facile. Et donc, pour lui, on voit finalement que ce contact avec cette autre réalité l'a vraiment aidé à avoir un goût accru pour l'apprentissage. En tout cas, il semblait réellement intéressé. Puis, je pense que c'est de bon augure pour la suite de sa carrière et de sa formation aussi. Oui, et du collège aussi. Mais là, écoutez, je vous propose de répondre à des questions qui sont posées par des gens qui nous suivent sur Slido. Question financière, est-ce que le système actuel de financement d'éducation et de formation donne la possibilité ou la capacité aux établissements de répondre aux besoins des employeurs? C'est une bonne question. J'ai envie de diriger la question vers vous, Monique Leroux. Écoutez, on a, je pense, énormément d'argent qui sont investis globalement dans l'ensemble du système. Donc, il faut reconnaître cette dimension de la priorité de nos gouvernements. Mais est-ce que la mécanique de financement fait en sorte que ça facilite de multiplier les initiatives sur le terrain? Ça, je suis pas mal moins certaine. Donc, il faut peut-être, et dans notre rapport, on propose, je ne vais pas rentrer dans le détail, là, des investissements additionnels structurants, sans aucun doute du gouvernement fédéral, qui doivent être coordonnés avec les provinces dans le respect des champs de compétences, mais en même temps qui doivent se retrouver non pas dans les structures, mais qui doivent trouver une façon d'arriver sur le terrain, là où on voit, par exemple, le Collège de la Cité à Ottawa ou celui d'Alma où est José ou d'autres, pour lesquels, là, il doit y avoir ces ajustements de programme avec des partenariats qui sont mis en place avec des entreprises et avoir la flexibilité des gestionnaires des différents établissements et des professeurs de pouvoir se mettre en action. C'est là que la courroie là, a probablement besoin d'être un petit peu plus huilée. Je vais m'arrêter à ça. Je suis sûre qu'il y en a d'autres qui ont d'autres réactions. Et quand on est dans l'action comme chez vous, José, est-ce que cette contribution financière qui provient de l'extérieur, du gouvernement, par exemple, est-ce que vous la sentez? Est-ce qu'elle est efficace? Je vous dirais qu'on est en réflexion actuellement sur le volet de la formation continue, puis toutes les discussions qu'on a faites sur le partenariat avec les entreprises, c'est un partenariat aussi qui est à développer, qui est à structurer. Donc, il y a plusieurs initiatives qui sont en train de prendre place. L'idée, c'est de les amener de façon coordonnée et de se partager des bonnes pratiques. On en parlait tout à l'heure, oui. Sur la formation initiale, il y a des éléments qui sont structurants, qui sont bien installés, mais sur la formation d'accompagnement tout au long de la vie, c'est différent. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à mettre en place des micro-programmes, des formations courtes, des formations sous différentes approches et aussi une connexion avec les PME. Parce que nos PME n'ont souvent même pas de directeur ressources humaines qui peut accompagner. Une fois qu'ils ont fait l'embauche, là, les PME,
C'est fait que donc, leur demander de voir des plans de formation, puis de voir l'évolution des compétences du futur pour leur virage 4.0 de leur entreprise, écoutez, va falloir donner des moyens ailleurs que dans l'outil technologique. Il va falloir donner des moyens pour soutenir les personnes qui sont appelées à intégrer ces compétences du futur. Sinon, on ne sera pas en mesure d'y arriver. En tout cas, je ne sais pas si Thierry est à l'aise avec moi sur ce point. Tout à fait, José. On sous-estime beaucoup des fois les ressources puis quand on regarde à travers le Canada, les petites et moyennes entreprises, c'est ce qui représente le cœur aussi des entreprises. Alors, si on a des programmes qui ne visent que les grandes entreprises, à ce moment-là, il y a tout un pan des travailleurs qu'on laisse de côté. Et je pense qu'il faut trouver justement des ponts. Puis le travail en collaboration, en synergie avec les établissements d'enseignement comme celui de José, je pense que c'est la clé aussi. Ça aide l'équipe de José, j'en suis certain, mais ça aide aussi les petites et moyennes entreprises. Peut-être un commentaire là-dessus. Il y a définitivement au Canada, notre rapport est assez éloquent là-dessus, un déficit au niveau des petites moyennes entreprises. Il y en a un très grand nombre sur tout le volet numérique technologique. Et donc, il y a un besoin d'augmenter finalement le niveau de connectivité, le niveau d'innovation numérique et d'adaptation aux technologies des PME canadiennes. Et ça, il y a une connexion qui doit être faite avec le talent, parce que ça ne se fait que par des personnes. Donc, au fond, cette opportunité de développer des talents, et je pense que les cégeps et collèges sont tellement bien positionnés à ce niveau-là pour avoir, au fond, un dialogue proactif. Et j'aurais quasiment envie de dire que dans chacune de vos régions, vous connaissez vos gens. Peut-être que la meilleure façon de faire, c'est d'interpeller certains entrepreneurs, certaines entreprises directement, puis de proposer en fait, programme de formation qui va leur permettre à toute fin pratique de pouvoir avancer, pas juste pour donner de la formation, mais avancer sur leur parcours en termes d'innovation. Puis il y a aussi, si on regarde dépendant des provinces, la BDC et d'autres intervenants qui, en fait, ont des fonds très, très importants pour permettre d'accélérer la numérisation des entreprises. Donc, il y a un élément convergent ici, là. Il nous reste à peine 3 minutes avant de devoir vous laisser partir. Monique, on vous a promis qu'on vous laisserait partir à 13h. De toute façon, on s'arrête. Vous avez une réunion internationale très importante à laquelle vous devez participer dans quelques instants. C'est la dernière question, puis ça va être un tour de table. Je vous demanderai d'être assez bref. Donnez un truc ou deux peut-être, des mécanismes pratiques que les collèges pourraient utiliser là, dès demain pour aller de l'avant, pour contribuer à l'évolution de ces compétences-là dont on a parlé pendant les dernières 60 minutes. Je commence avec vous, Monique, s'il vous plaît. Je reviens sur l'idée que j'ai évoquée, projet, pilote, concret, avec une approche proactive des établissements d'enseignement, avec les entreprises de votre communauté. L'essayer, c'est l'adopter. Thierry? Moi, je le recommanderais aux collèges de partout au Canada, surtout depuis le début de la pandémie, c'est très évident. Il faut montrer aux étudiants à apprendre avec le numérique. On a des jeunes qui aiment le numérique, qui sont très forts pour jouer, pour socialiser, mais apprendre avec le numérique, c'est un grand défi pour beaucoup de ces jeunes. Apprendre à distance, ce n'est pas simple. Et je pense que beaucoup de collèges se sont centrés sur la formation des enseignants. Trop peu ont aidé les jeunes à apprendre avec le numérique et je pense que c'est quelque chose qui va rester et donc ce serait une piste à explorer. José? Ben moi, je finirais en disant que ma croyance, c'est que le réseau des collèges, il est là. Puis là, maintenant, ce qu'il faut, c'est de croire en nous, puis de savoir qu'avec du partenariat, autant entre nous qu'avec les entreprises, on peut faire une différence. Et ça, ben, ça commence par en prendre le leadership et comme collège, ben, décider d'en devenir les acteurs. Et on est partant. Je suis convaincue que mes collègues de partout au Canada abondent dans le sens que nous sommes prêts à passer à l'action. Et on va terminer là-dessus. Denise, donc beaucoup de pain sur la planche. Beaucoup de pain sur la planche, mais on est prêts. Oui. Je vous remercie infiniment à tous de votre très agréable contribution aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Merci, José. C'était vraiment un beau plaisir. Bonne année scolaire. Madame Leroux aussi. Thierry, merci mille fois. Denise, merci. Et moi, je vous donne rendez-vous le mois de février. Vous savez, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Donc, on va parler des
barrières qui se dressent parfois devant une certaine communauté lorsque vient le temps d'avoir accès à l'éducation. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer une agréable fin de journée. Au revoir à tous. Merci. Salut. Merci. Merci tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.